Bonjour, 6e édition aujourd'hui de l'émission Élection 2012, réalisée par le Centre de formation des journalistes, le CFJ, en partenariat avec YouTube, l'AFP et Twitter. Notre invité du jour, c'est Jean-Luc Mélenchon, le président du parti de gauche. Il n'apprécie pas toujours les questions des journalistes, encore moins celles des étudiants en journalisme, mais il a accepté aujourd'hui de répondre à celles de 3 élèves du CFJ, Kylian Fichou, Benoît Toussaint et Pauline Jacot. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Centre de formation des journalistes. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission réalisée en partenariat avec YouTube, l'AFP et Twitter. Alors, Monsieur Mélenchon, est-ce que vous connaissez le principe de cette émission ? Non. Alors, je vais le préciser pour vous et les internautes. Cela fait maintenant 10 jours que les internautes... Ça vous amène le sujet. Cela fait maintenant 10 jours que les internautes vous posent des questions sur la plateforme YouTube Élection 2012. Des questions qui sont ensuite soumises au vote. Et c'est sur la base de ces questions que nous allons vous interroger aujourd'hui. Alors je vous précise que 5 vérificateurs vont nous accompagner. Ils sont installés juste au-dessus de nos têtes. C'est la spécificité de cette émission. Ils auront la charge de vérifier l'exactitude des faits et des chiffres qui seront abordés tout au long de cette émission. Mais ils pourront aussi nous apporter des précisions sur des différents sujets qui seront abordés. Avant de passer au thème de l'émission, je voudrais vous proposer une question liée à votre campagne politique. Vous avez souvent dit que vous prépariez beaucoup vos interviews. Dans le web documentaire qui vous est consacré En Marche, on voit d'ailleurs que vous prépariez l'émission Des Paroles et des Actes, à laquelle vous étiez convié le 12 janvier dernier. Donc, YouTube Élection 2012, c'est une émission un peu particulière. Il y a des vérificateurs, des questions internautes. Comment est-ce que vous êtes préparé pour cette émission ? C'est un secret professionnel. C'est un secret professionnel. Peut-être que vous pouvez nous dévoiler l'exclusivité. Je l'ai préparé, mais à chaque étape, la situation devient différente. Le principal problème que je rencontre actuellement est celui d'avoir assez de temps pour dormir, pour récupérer la capacité à appeler à l'esprit les réponses, les bons mots qui vont m'aider à faire mon travail correctement. Voilà. Mais cette émission-ci ne présentait pas de difficultés extraordinaires par rapport à une autre, dans la mesure où on m'a bien expliqué que ça n'était pas un guet-apens. Le plus difficile pour moi, ce sont les émissions traquenards. Il y a 2 styles de journalisme en ce moment qui marchent côte à côte. L'un est celui des accoucheurs, c'est-à-dire qui prend quelqu'un et l'amène au bout de sa logique. Et l'autre est le journaliste et la star, et il va faire la démonstration qu'il réussit à piéger la personne qu'il a en face de lui. C'est à peu près insupportable. Et donc, au moment où je refuse toutes les émissions traquenards, parce que c'est une épreuve inutile, et surtout qui peut être très meurtrissante, non seulement pour moi, mais plus encore pour tous ceux que je représente. Voilà. Donc ici, on m'a dit que ce n'était pas un traquenard, nous allons voir, mais je suis disponible. Nous, on va essayer de vous accoucher, alors. Très bien, on passe au premier thème. Attendez, oui. On a une petite seconde pour préciser. Je veux juste que, pour ceux qui vont nous regarder, ils comprennent la situation. Je suis ici et je me sens tranquille, comme on peut l'être, mais ce que nous allons faire ressemble davantage au grand oral de l'ENA qu'à un travail politique, comme on a l'habitude de le faire, nous, dans nos milieux, et notamment à gauche. Pourquoi vous êtes 3, jeunes, intelligents, cultivés, vous allez me poser des questions dans tous les domaines, et au-dessus de notre tête, nous avons une équipe de gens qui vérifient à chaque moment que ce que je dis est bien conforme à ce qu'ils peuvent savoir. Donc, je peux avoir un regard critique sur vous, je ne peux pas en avoir sur eux, je ne connais pas leurs sources. Or, tout est objet de critique. Et la pression qui va s'exercer sur moi, elle est maximum. La seule chose que j'ai à dire, c'est que, quelque part, ça pervertit la démocratie. Parce que un ouvrier qui n'aurait pas fait d'études supérieures, quelqu'un ou un intellectuel qui aurait passé sa vie à son métier, ne se serait pas forcément intéressé à tous les sujets que nous allons aborder, ne pourrait pas être à ma place. Et ça, c'est un problème. Bon. Nous serons transparents, nous vous donnerons toutes les sources. Voilà, oui, mais je ne pourrais pas les contredire aussitôt. On va passer au premier thème, l'économie. Donc c'est un thème qui a justement beaucoup mobilisé les internautes, on a eu beaucoup de questions, et la première question, c'est une question vidéo, et c'est une élève de l'ESCP, une école de journalisme parisienne, une école de commerce parisienne, excusez-moi, qui vous la pose.
Bonjour, je m'appelle Sophie Desfossés, je suis étudiante en Master 2 à ESCP Europe et ma question s'adresse à Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, vous avez déclaré qu'il fallait virer les agences de notation de France comme d'autres ont viré des Ben Ali et des Moubarak et je pense que vous déplacez le problème. Si les agences de notation ont un fonctionnement imparfait, elles ne sont que révélateurs de l'état des finances publiques françaises. Ma question est donc la suivante, quelle alternative aux agences de notation proposez-vous aujourd'hui? Merci. Déjà, nous allons commencer par faire en un mot une critique. Pourquoi commencez-vous par l'économie et par les agences de notation? Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par l'humain et la souffrance de millions de gens sur le vieux continent, l'endroit le plus riche de la planète, qui représente 25% de la richesse du monde? Ne vous inquiétez pas, on en parlera aussi, mais c'est vrai que l'économie était le thème qui a été le plus voté. Je comprends, je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Mais je veux vous dire qu'il y a un ordre de questionnement qui porte en soi une logique politique. Pour moi, le point de départ, ce sont les besoins humains et la souffrance. Et l'économie est au service des êtres humains et pas l'inverse. Et il est frappant que la première question qui vienne à l'esprit de cette étudiante, ce soit en économie, les agences de notation, pour me resservir le refrain d'après lequel ce serait un thermomètre. On n'a jamais vu qu'un thermomètre vous colle la fièvre. C'est ce que font les agences de notation. Aujourd'hui, elles viennent de dégrader la note de Paris et de l'Île-de-France. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, cette affaire? Une agence de notation est censée donner des indications pour un investisseur. Donc, c'est pas un thermomètre en général, c'est une indication pour un investisseur. C'est-à-dire des gens qui ont beaucoup de capitaux et qui vont les placer. Et cette indication porte sur la solvabilité de celui à qui elles vont prêter de l'argent. De toute façon, l'argent sera prêté. Pourtant, ce qu'on constate, M. Mélenchon, c'est que le 13 janvier dernier, quand Standard & Poor's a dégradé la note de la France, ça s'est traduit par une indifférence quasi totale sur les marchés, donc ça n'a pas donné la fièvre. Mais d'abord, comprenons le mécanisme pour ne pas laisser accréditer l'idée que ce serait un thermomètre neutre. Bien. Quand un organisme quelconque, public ou privé, une grosse entreprise, ArcelorMittal, par exemple, Unilever, je parle là d'entreprises qui ont de multinationales qui ont des entreprises en France. Lorsqu'elles émettent une obligation, ce sont des entreprises qui ont besoin d'une forte capitalisation et qui vont chercher les capitaux sur le marché financier, d'abord parce qu'elles ne les trouvent pas dans le réseau bancaire. Elles vont donc les chercher directement sur le marché financier, et ça peut être aussi les banques qui leur prêtent aux conditions dites du marché. Quelle est la condition du marché? La note. Donc, ils sortent une obligation, et avec, il doit y avoir la note. Et c'est la note qui va faire le prix de l'emprunt. Ce que vous devez savoir, c'est que la note en question, l'agence de notation, va toucher un pourcentage de l'emprunt. Je le dis juste parce qu'on n'a jamais vu ça, un thermomètre qui recueillerait du bienfait de la fièvre qu'il constate. Alors justement, quelle alternative vous proposez à ces agences de notation? Mais d'abord, je conteste tout ce système, de A jusqu'à Z. Et je ne me contente pas de dire qu'il faudrait une agence de notation publique. Ah oui, pour évaluer quoi? Puisque de toute façon, c'est les critères d'évaluation qui comptent. Or, les critères d'évaluation des agences de notation sont exclusivement consacrés à la solvabilité et la profitabilité d'un placement. Voilà. Donc, si nous faisons une agence de notation sociale, on mettrait des notes sociales. Ou une agence de notation environnementale. Mais quelle serait la conséquence? Quelle serait la conséquence? On pourrait faire une note sociale, et alors, so what? Qu'est-ce qui se passe après? Rien. Vous le savez aussi bien que moi, parce que dans le domaine social, comme dans le domaine environnemental, nous sommes dans le domaine des rapports de force avec les puissants. Donc, je dis, que je n'accepte pas ce système, je n'accepte pas que l'allocation de la ressource se fasse en fonction de la profitabilité, et donc je le récuse entièrement. Nous n'avons pas besoin des agences de notation, et je voudrais vous signaler la chose suivante. Jusqu'à récemment, c'est-à-dire il y a à peine un an, pour qu'une agence de notation ait le droit d'entrer dans un pays, il fallait que le pays y consente, n'est-ce pas? Depuis peu, grâce à M. Barnier, la règle a changé. UMP, commissaire européen. C'est-à-dire que maintenant, les agences de notation, du moment qu'elles sont accréditées auprès de Bruxelles, peuvent entrer partout. Et on leur a demandé de noter même quand on ne leur demandait rien. Ce qui signifie qu'on leur a donné toute liberté. Et les mêmes maintenant viennent dire que les pouvoirs sont excessifs. Vous avez soulevé une deuxième question. Tiens, il y a eu une note et il n'y a pas eu de conséquence. Si, il y en a eu une. Il y a un différentiel d'emprunt pour la France entre elle et l'Allemagne. Mais ce n'est pas la conséquence qu'espéraient les agences de notation qui sont dans la main des agences nord-américaines d'influence. Ce qu'ils espéraient, c'est qu'on tombe à genoux. Or, celui qui prête sait très bien que la France ne peut pas tomber à genoux. Que quand on décide de dégrader la note de Paris, la seule chose qu'on fait, c'est augmenter le coût des emprunts pour Paris. Paris sera toujours là. Les gens qui produisent sont toujours là.
Hélas, le niveau du foncier est au point que vous savez. Donc l'idée d'une insolvabilité de la ville de Paris est une idée peut-être comptable, mais n'a aucun sens économique réel. Donc les agences de notation sont des agences de prédation, et elles vont créer une récession dans toute l'Europe. Fitch est quand même une agence qui a des capitaux français. Oui, mais le capital n'a pas de patrie. Seuls les travailleurs et les gens qui sont attelés à leurs instruments de production, eux, ont une patrie au sens où ils sont d'un endroit et où ils votent ensemble des règles. Le capital se soustrait à la citoyenneté. Pourquoi ? Parce que nous votons entre nous tous à égalité des lois, mais elles ne s'appliquent pas à eux, parce qu'ils peuvent à tout moment s'échapper et aller ailleurs. Et il faut qu'il y ait un pouvoir du type de celui que je veux instaurer pour qu'on puisse les pourchasser là où ils iront. Alors, nous avons bien compris que vous contestez le système dans son ensemble. Donc je vous propose de prolonger un peu sur ce thème. Ça n'empêche pas de vivre avec. Je suis capable de vivre de l'intérieur en étant contre, et je leur nuirai naturellement de toutes mes forces. Je vous pose une question de Zach de Paris qui vous demande « Peut-on envisager de sortir de ce système monétaire qui amène structurellement tous les acteurs à devoir emprunter pour rembourser leurs emprunts déjà contractés ?» Waouh! Alors, peut-on se passer d'emprunter? Non. Et ce serait absurde. Emprunter est une bonne chose. Le crédit est un facilitateur de la vie économique. Nous avons donc besoin du crédit. Qu'est-ce que le crédit? Puisqu'on me pose une question très technique, je vais donner ma propre analyse matérialiste de la théorie de la monnaie. Le crédit est une anticipation de valeur créée. Donc au départ, ce que les gens ne savent pas, la banque crée à partir de rien de la monnaie. Elle n'a pas, les gens croient que la banque a dans un coffre la monnaie et qu'elle la prête. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Elle crée une ligne, je vous prête tant, et puis vous allez vous en servir pour acheter un bien, pour faire une production, et d'une certaine manière, le papier que j'aurai édité va correspondre à une valeur. Si le papier ne correspond plus à aucune valeur matérielle effective, et que vous venez avec votre papier, ça provoque de l'inflation. Donc peut-on se passer de l'emprunt? Non. Mais dans quelles conditions doit-on emprunter? À des conditions qui soient socialement et civiquement supportables. C'est-à-dire le contraire de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à la Grèce, où le pays entier est saccagé et ruiné, uniquement pour complaire à une règle comptable qui veut que l'on paye ses dettes, y compris quand elles sont quand l'argent est prêté à un taux léonin. Donc comment peut-on faire? Premièrement, la Banque Centrale Européenne doit prêter aux États au taux auquel elle prête aux banques. Bien. Supposez qu'elle ne veuille pas le faire. Ce serait une insolence extraordinaire. Nous sommes la France, la deuxième puissance économique du continent, la 5e du monde. Alors quoi? 4 personnes dans une salle vont décider que les Français doivent cracher du 7, du 8, du 18% comme ils l'ont fait aux Grecs? Non, il n'en sera pas question. Si donc, alors que j'aurais décidé le contraire comme président de la République, que l'Assemblée nationale aurait décidé le contraire, la BCE venait à fermer ses oreilles et refuser de parler avec les Français, eh bien nous frapperons. Comment frapperons-nous? Nous ferons un emprunt forcé aux banques françaises, au taux auquel elles-mêmes empruntent à la Banque Centrale Européenne. L'emprunt forcé est une possibilité légale qui a déjà été utilisée dans le passé. Et de cette manière, nous ferons coupe-circuit. Moi, ce que j'espère, c'est que les gens se comportent d'une manière raisonnable. C'est-à-dire qu'on puisse discuter, qu'on puisse faire des compromis, mais qu'on permette à la France de respirer. Jamais nous ne devons accepter qu'au nom d'une idéologie, le libéralisme, un peuple tout entier soit traîné derrière le char du vainqueur et paye, comme le martyr des Grecs montre que ça ne sert en plus à rien, car vous n'en finissez plus de payer. Voilà. Alors, maintenant, les emprunts déjà contractés, il y a un problème, je ne vous le cache pas. Dans le cas de la Grèce, par exemple, est-ce que c'est un problème de dette ou de mauvaise gestion, selon vous? Attendez, je vais répondre sur la Grèce, mais je voulais d'abord dire une chose. La dette en France nous pose un problème. La moitié de cette dette a été contractée dans des gouvernements que dirigeait M. Sarkozy. Je pense qu'il faut un audit citoyen. Il faut regarder ce qu'il y a dedans. Et la vieille dette doit être réexaminée. Parce que nous sommes aujourd'hui, nous devons 1640 milliards d'euros. Je crois, j'espère que je ne me trompe pas de chiffre. Nous devons 1640 milliards d'euros. Une bonne partie de ce stock de dette est en fait de la nouvelle dette prise pour rembourser la précédente. Si bien que, d'une certaine manière, nous avons déjà remboursé plusieurs fois le capital que nous avons emprunté. Alors on peut imaginer qu'un audit citoyen nous permettrait de conclure qu'il faut geler l'encours de la vieille dette. Alors le geler, le détruire, cela dépend du niveau de compréhension que les banques manifesteraient. Si elles ne veulent parler de rien, alors nous frappons. Si elles veulent parler, eh bien alors nous discutons pour voir comment faire en sorte que les écritures comptables qui font figurer dans leur bilan ces dettes ne viennent pas les mettre en catastrophe. Mais tout ça, c'est de l'écriture. Hein. Derrière tout ça, il n'y a rien qui existe réellement. Alors, s'agissant de la Grèce, si c'est de la mauvaise gestion, c'est une mauvaise gestion, en effet, d'avoir truqué les comptes. Vous êtes d'accord avec moi? Qui truquait les comptes, s'il vous plaît? Des conseillers?
D'abord, c'était un gouvernement de droite. Deuxièmement, il y avait des conseillers. Et parmi ceux-ci, la banque Goldman Sachs, dont le représentant pour l'Europe est M. Mario Draghi, qui aujourd'hui est le président de la Banque Centrale Européenne. Donc, disons qu'il y a un soupçon de manœuvre dans tout ça. Et peut-être que le système financier, qui n'est nullement ce que vous croyez, une espèce d'instance neutre et bienveillante, qui alloue la ressource en fonction des besoins, mais qui est un rassemblement de vautours, qui essayent par tous les moyens possibles de prendre le plus possible, le plus vite. Ils sont payés pour ça. C'est pas qu'ils soient pervers ou méchants, c'est leur boulot de faire ça. D'ailleurs, ils s'en fichent. Le gars ou la fille qui passe l'ordre qui dit « j'ai prêté à la Banque Centrale Européenne à 18%, il se frotte les mains parce qu'il fait figurer dans son bilan du papier à 18%. Enfin, vous en rêvez, non? Vous placez à 2,5%, vous, quand vous allez à votre caisse d'épargne. Eux placent à des tarifs absolument extravagants. Donc, premièrement, il y a soupçon. Deuxièmement, la mauvaise gestion n'est pas le fait du peuple travailleur grec. Pourquoi? On a dit les Grecs ne payent pas d'impôts. Mais pardon, les fonctionnaires sont prélevés à la source. Or, c'est eux sur lesquels aujourd'hui on frappe le plus. Ils sont prélevés à la source. Qui ne paye pas d'impôts en Grèce? Les armateurs, qui ont menacé de fiche le camp si jamais on leur demandait quelque chose. Les curés orthodoxes, qui ne payent rien sur le patrimoine foncier de l'Église, qui est considérable en Grèce, et ainsi de suite. Donc, au fond, la mauvaise gestion de la Grèce résulte de même cause que la mauvaise gestion de la France. Les riches ne sont jamais appelés à passer à la caisse. Et c'est toujours le grand nombre qui, lui, pâtit, subit encore, et à qui vous mis en plus insulté. J'ai entendu 10 fois répéter, parce qu'il y avait, vous savez comment ça se passe en politique, il y a des fiches qui circulent. Donc vous avez toute une série de commentateurs médiatiques et d'hommes politiques de droite qui ont pris des grands airs pour dire « mais les Grecs ne travaillent pas, c'est le pays d'Europe où on travaille le plus ». Bon, après on disait « mais regardez les fonctionnaires, à 4h de l'après-midi, ils vont faire le taxi ». Mais ils n'ont pas demandé d'aller faire le taxi, ils sont tellement mal payés qu'il faut qu'ils aillent faire le taxi. Et si quelqu'un veut aller faire le taxi sous le Cagna à Athènes, il ne faut surtout pas qu'il se prive pour aller voir quelle partie de bonheur c'est. Donc il y a eu en plus, on a insulté le peuple grec. De même qu'on insulte régulièrement le peuple français en disant « c'est à coup de douce avec les 35 heures ». Justement, revenons en France. Une question de Laurent de Toulouse qui vous demande quelles sont vos propositions pour une réindustrialisation durable de la France? Oui, alors, ça, on ne peut pas passer à côté d'un peu de théorie économique, sinon on ne se comprend pas. J'entends que tout le monde dit la réindustrialisation, il faut tout d'un coup, il se réveille, l'économie de service ne serait pas le fin mot du développement. Je voudrais juste marquer cet instant avec jubilation, parce que pendant plus de 15 ans, nous avons été nombreux à dire qu'une économie de service, ça ne suffisait pas, qu'il fallait qu'il y ait une production de biens réels à un bout de la chaîne pour qu'en quelque sorte, ça se répartisse tout le long et que l'économie de service prenne toute sa force. Bon, donc nous voilà maintenant rendus au point où tout le monde veut réindustrialiser. C'est parfait, moi je suis content, ça généralise un bon mot d'ordre. Mais après, il faut voir comment, sous prétexte de réindustrialisation, d'aucuns ressortent leur vie entienne. C'est la politique de l'offre. Qu'est-ce que la politique de l'offre? Je vais faire une marchandise, n'importe laquelle, du moment qu'elle me coûte le moins cher possible à la production, qu'elle ait ce petit quelque chose qui fait qu'elle contient un service. Je vais prendre une image un peu grotesque, c'est l'automobile. Alors, c'est pas un moyen de déplacement que vous achetez, c'est un standard de vie, une image, souvent féminine et dénudée. Ou bien vous achetez un yaourt, c'est pas du yaourt, vous achetez, c'est de la maigreur, c'est écrit dessus. Ultra maigre, et ainsi de suite. Donc, on produit n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quelle quantité, et pour que vous compreniez que vous avez un besoin, on fait de la pub. Et ça coûte naturellement une somme folle au total. Le capital externalise tous ses coûts, environnementaux, sociaux. On vous parle du coût du travail, personne ne parle du prix du travail. Et avec ce système-là, on prétend qu'on va réindustrialiser. Donc, normalement, quelle est la conclusion de ça? Il faut payer les ouvriers moins cher et il faut être très innovant. Voilà. Ça, c'est leur politique. Ils sont tous d'accord là-dessus. Et puis, il y a une autre politique qui dit on prend le problème par l'autre bout. C'est la demande. De quoi avons-nous besoin? Parce que sinon, la réindustrialisation de la France n'aura jamais lieu. Parce qu'il y aura toujours le paramètre manquant. C'est le coût du travail, le prix du travail, le prix environnemental. Et puis, comme l'Europe est un panier percé, qu'elle a introduit dans le traité de Lisbonne qu'elle doit être ouverte sur le reste du monde, qu'elle s'interdit non seulement d'établir des normes, mais qu'elle dit qu'elle interdit aux autres de le faire. Donc l'Europe est une puissance agressive, plus agressive que les États-Unis d'Amérique en matière de libéralisation des échanges dans le monde. Justement, de façon très concrète, vos propositions. La demande et la planification écologique. Je pense que nous devons partir de l'idée que nous devons assumer, comme 5e puissance économique du monde, comme une des premières nations intellectuelles du monde, notre devoir à l'égard du reste de l'humanité. Il faut produire plus propre et en respectant les êtres humains.
pas seulement leur environnement, mais les êtres humains en tant qu'êtres sociaux. Qu'est-ce que cela implique? Rechercher partout les synergies qui permettent de faire propre. J'ai donné un exemple, je le reprends devant vous. Vous avez entendu tous parler de la fermeture de Petroplus. Nous savons que c'est un problème, une raffinerie de moins en France, alors qu'on raffine moins que ce qu'on consomme en France. Vous avez le problème Emreal, une entreprise de papeterie. Figurez-vous qu'ils se trouvent à peine 10 km l'une de l'autre. On voit que dans le cadre d'une planification écologique, 1, on a besoin de raffinerie, 2, on a besoin que la pâte à papier ne fasse pas le tour du monde avant d'arriver en France. D'autant que si on a de la pâte à papier en France, ça veut donc dire qu'on va exploiter correctement et de manière raisonnée la ressource forestière, que sinon on peut abandonner puisqu'elle ne sert à rien. Bon, elle servira pour la menuiserie, le meuble et le reste, mais nous sommes aussi importateurs. Donc là aussi, il y aurait une discussion. Mais je reste sur ces deux usines. Si vous êtes dans la logique libérale et de la politique de l'offre, on va voir la raffinerie, on dit « Ah, il nous faut du produit moins cher », on va voir la papeterie, on dit « Ah, c'est trop cher ». Bon, et on ne comprend pas que le coût social de la perte de ces deux entreprises sera payé par la collectivité et pas par elle. Deuxièmement, que le coût écologique sera payé aussi par tout le monde. Que pourrions-nous faire? Garder Emreal, c'est la dernière papeterie en France, donc la réquisitionner s'il le faut. Et punir ceux qui s'apprêtent, je dis bien punir, ceux qui s'apprêtent par des complots commerciaux à fermer cette entreprise alors même qu'elle est rentable, qu'elle est viable, uniquement pour la faire disparaître du circuit et permettre au carnet de commandes de l'entreprise finlandaise d'être plus riche, d'avoir donc en quelque sorte créé quasiment une rareté qui lui profite, en plus de l'avantage que ça lui donne. Bon. Donc punir, article 410.1 du Code pénal, voilà, qui prévoit que ceux qui nuisent aux intérêts fondamentaux de la nation sont passibles de peine d'amende et de prison. Je pense que nous allons bientôt Vous seriez prêt à aller jusqu'à de la prison pour des gens qui délocalisent? Mais bien sûr, ce sont des traîtres à la patrie. Ce n'est pas une affaire, on ne s'amuse pas, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un Monopoly. Quand des gens décident de délocaliser une entreprise qui est profitable, qui fait des bénéfices pour l'emmener à l'autre bout de la planète, pour l'unique raison que là-bas on va pouvoir exploiter des travailleurs et ensuite ramener les produits, je considère que c'est une activité délinquante et non pas une activité économique. Bon, par conséquent, ils doivent être châtiés. Dans un certain nombre de cas, le scandale est immense. J'ai cité 10 fois l'exemple de l'usine La Célanaise à côté de Pau, qui produit de l'acide acétique, qui est la base de l'industrie, une des bases de l'industrie chimique. Bon, cette entreprise a été rachetée par un Américain qui ferme l'entreprise de manière à garder le carnet de commandes, pas les brevets parce qu'ils sont maintenant tombés dans le domaine public. Hein. Et d'où va venir l'acide acétique européen? Il n'y en a plus en France, il n'y en a plus en Europe. Donc il va arriver de Chine et des États-Unis. Ça veut dire que vous allez avoir sur les mers, dans les porte-containers, des centaines de litres d'acide acétique, donc accroissant le risque écologique. Un truc absolument ridicule. Pourquoi trimballer cette marchandise d'un bout à l'autre de la planète alors qu'on peut le faire là? Le maître mot de la réindustrialisation, sous l'angle de la planification écologique, c'est la relocalisation. Ça ne se fait pas d'un coup, ça se fait progressivement. Donc, ça veut dire aussi qu'on change nos rapports avec nos partenaires, qu'on considère comme des partenaires, pas comme des ennemis. La logique de l'OMC, c'est tout le monde est en guerre avec tout le monde pour produire à plus bas prix que le voisin. Bon, nous, c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Donc, on mettra des visas sur les marchandises à l'entrée de l'Europe. Voilà. Bien, et on négociera avec les autres, on ne sait pas tout faire. Très bien, on va changer de domaine maintenant, on va parler emploi et salaire. Excusez-moi, entre Emreal et Petroplus, que faire, disais-je? J'ai parlé de l'exploitation du bois, pardon, je vais être très bref, mais les résidus de bois qu'on utilise pour la pâte à papier produisent des huiles, moyennant la construction d'un pipe entre Emreal et Petroplus. Petroplus y trouverait 20% du travail qu'il a à accomplir à filtrer ces huiles. Vous voyez comment, dans un cadre de planification écologique, on sait répondre par la globalité. Le libéralisme et la gestion purement profitabiliste de l'entreprise nous interdit de le faire. Très bien. Donc nous parlons emploi et salaire maintenant avec cette question de Sébastien qui vous demande comment en êtes-vous arrivé au chiffre de 1 700 € bruts puis net en fin de mandat pour le SMIC? Et il vous pose la question, cela ne risque-t-il pas de poser des problèmes pour les PME? Oui, d'abord, d'une manière générale, tout pose problème. Vivre est un problème, et même c'est un comportement à risque, puisque, comme tout le monde le sait, ça finit mal. Bon. Donc, mettons de côté l'idée, pas pour cette question, hein, mais souvent, j'entends les questions qui commencent en me disant « Est-ce que vous n'avez pas peur que… » Non, je n'ai peur de rien. Est-ce qu'il y a un risque? S'il y a un risque, on essaye d'y faire face. Hein. Donc déjà, ayons un comportement rationnel qui consiste à se dire que tout problème peut être surmonté et que l'économie n'est pas le résultat d'une loi de la nature. Hein. Ce sont les êtres humains qui font cette économie. Alors, les 1 700 € nets, souvent je retourne la question, je dis aux gens, mais vous avez raison, c'est beaucoup trop. Bon, très bien, alors comment on fait pour vivre avec 1 000 € qui est le niveau du SMIC? C'est un petit peu plus le SMIC net.
Comment fait-on? On ne le peut pas. D'autant que le SMIC n'est pas un salaire mensuel, c'est un salaire horaire. D'accord? Donc nous sommes aujourd'hui à 9 € chose en brut. L'augmentation, chose, c'est pour les vérificateurs qui vont nous dire à la virgule près combien. L'augmentation que je propose représente en brut un peu moins de 2 €. Hein. J'ai sorti une fois une pièce de 2 € pour arrondir. Je ne me souviens pas exactement si c'est 1,93 ou 1,94 et ainsi de suite. Bon, comment est-on arrivé à ce chiffre? C'est pas très difficile. Nous avons été demander aux syndicats ce qu'ils en pensaient et quelle était à leur avis la somme avec laquelle on peut envisager de commencer à vivre correctement, que juste simplement vivre de son travail. Et nous nous sommes arrêtés au chiffre de la CGT, qui est de 1 700 € brut en début de mandature, net en fin de mandature. Alors, est-ce que ça pose un problème? Bien sûr que ça pose un problème. Ça en pose toute une série. Mais nous, qu'est-ce qu'on en attend? D'abord qu'on puisse vivre de son travail, et puis surtout de cette relance de l'économie française par la consommation. Voilà, on peut critiquer notre modèle, mais nous observons que ce qui soutient l'activité, aussi bien en France qu'en Allemagne, à l'étape actuelle, c'est la consommation populaire. Car évidemment, ces 2 € que j'ai mentionnés tout à l'heure ne vont pas dans les bas de laine des financiers, ils vont dans la consommation. Et donc, donc quand on augmente la paye, qu'est-ce qui se passe? Elle est dépensée, la paye. Elle est dépensée auprès des PME le plus souvent. Et donc, le carnet de commandes s'améliore, et le patron de la petite et moyenne entreprise, contrairement à ce que croient beaucoup, il n'est pas obsédé par l'idée de mal payer ses ouvriers, c'est plutôt le contraire, il voudrait les garder et stabiliser sa main-d'œuvre. Donc lui, il est obsédé par son carnet de commandes. C'est clair que si le carnet de commandes s'étouffe et que la main-d'œuvre coûte à un prix élevé, il a une difficulté. Mais je voudrais à ceux qui trouvent le prix du travail exagéré, je leur dis qu'ils ne réfléchissent pas assez sérieusement à ce qu'est ce coût. Hein, les soi-disant taxes prohibitives, je vous en prie. Voilà, donc un SMIC à 1 700 € net, ça fait une augmentation pour une entreprise, si on compte les charges patronales, d'environ 1 000 €. Est-ce que vous ne craignez pas d'entraîner une hausse massive du chômage? De 1 000 € quoi? Par salaire de 1 700? Si on compte charges salariales... L'augmentation de 1 000 €, si on compte vous plaisantez? Avec le SMIC d'aujourd'hui? Oui. En comptant les charges patronales, j'entends. D'accord. Alors, oui. Pour l'entreprise, ça fait une augmentation par rapport au SMIC d'aujourd'hui d'environ 1 000 €. Oui. Donc, est-ce que vous ne craignez pas que les entreprises, justement, n'aient pas les moyens de recruter? Non, je ne le crains pas. Sinon, je vous le dirais. Je ne le proposerais pas si je le craignais. Je pense que la réactivation de l'économie élargit le carnet de commandes. Bon, voilà. Et attendez, c'est pas tout. Il faut connaître la vie économique du pays et sociale. Quand vous augmentez le SMIC, ça, vous le décidez par décret. On ne va pas décider par décret d'augmenter tous les autres salaires. C'est pourtant ce qui se passe à chaque fois. Chaque fois que vous augmentez le SMIC, les autres salaires progressent. Donc, la masse qui va aller à la consommation va s'étendre progressivement. Ça, c'est négocié entreprise par entreprise ou par branche dans le cadre des conventions collectives de branche, à supposer qu'elles existent encore. C'est-à-dire si on n'applique pas la politique de M. Sarkozy qui veut que dorénavant, la hiérarchie des normes, ça ne soit plus la loi, la convention collective, l'accord d'entreprise, et seulement dans le sens du meilleur, hein, mais que ce soit l'inverse. Bon. Non, mais je veux quand même le mentionner, parce que ça, par contre, ça risque d'étrangler tous les travailleurs de ce pays, tandis que ce qu'on raconte sur moi, ça peut leur faire que du bien. Mais je viens sur l'augmentation. Comment elle se répercute? Elle se répercute avec une élévation aussi du niveau des cotisations sociales. C'est toute une discussion. D'habitude, les gens ne disent même pas cotisation, ils disent charge. Bon. Charge, c'est inacceptable. La personne qui vient travailler n'est pas une charge, c'est un être humain. Donc il faut l'éduquer, raison pour laquelle il faut des impôts. Et comme nous n'avons que ça, il y a intérêt à bien les éduquer le plus longtemps possible et à plus haut niveau possible, parce que nous n'avons pas de pétrole. Deuxièmement, c'est une personne qui donc a les cycles de vie. On fait des enfants, c'est plutôt bien, non? Moi je trouve que c'est une idée assez sympathique. Donc il faut que les gens puissent avoir des congés de maternité, des congés parentaux, etc., etc. Ensuite, ils ont des problèmes de santé. Donc il faut les soigner. Car si vous ne soignez pas quelqu'un parce que ça lui coûte trop cher, d'abord, premièrement, il ne viendra pas au travail, et quand il y vient, il rend tous les autres malades. Bon. Est-ce que ça, c'est la bonne gestion? C'est absurde. Et alors, où prendre tout ça? Je pourrais continuer la liste. Où prendre les moyens de ça? Mais c'est pour ça que je dis que le travail a un prix à sa manière. Un prix. Bon, ben, vous prenez un être humain, ça vous coûte le prix d'un être humain. Si vous prenez une machine, ça vous coûte le prix de la machine. Vous finirez toujours par trouver un être humain derrière. Et ainsi de suite. Donc, il faut aller absolument contre la mentalité du capitalisme qui consiste à externaliser tous les besoins, toutes les charges qui pèsent sur la production. Avec, évidemment... Compris, Monsieur Mélenchon, on va passer juste aux questions de société.
avec une première question sur l'éducation, justement, vous en parliez, et c'est Romuald de Lyon qui vous demande « Que proposez-vous pour inverser la tendance déclinante de notre système éducatif avec les contraintes financières de la crise ?» On est habillé pour l'hiver. Hein. Bon, dans la question, il y a deux choses qui méritent critique. D'abord, la tendance déclinante de notre système éducatif. De quoi on parle là, les amis? De quoi vous me parlez? Vous allez me ressortir le numéro sur les 120 000, qui d'ailleurs n'augmente pas. Alors tantôt c'est 120 000, 150 000 élèves qui sortent sans qualification du système scolaire. Bon. On voit aussi que dans les études internationales, comme l'étude PISA par exemple, que le niveau français est plutôt en déclin par rapport aux années précédentes. C'est PISA, comme vous dites. C'est l'OCDE, je les ai connus de près, je sais comment ils comptent. Figurez-vous qu'une année, il m'a refilé des enquêtes où il disait qu'il y avait un problème dans le modèle éducatif français parce que les jeunes étaient trop habitués à ne pas critiquer et étaient soumis aux injonctions des professeurs. J'aurais demandé depuis combien de temps ils n'avaient pas rencontré un jeune Français pour écrire des bêtises pareilles. Non. Ce système d'évaluation ne me convient pas. Il favorise des méthodes qui ne sont pas les nôtres dans le système éducatif français, par exemple les QCM. Hein. Alors bon, les anglo-saxons qui font de l'enseignement au rabais, car il suffit de voir dans quel état est leur pays pour se faire une idée d'où ils en sont. Hein, puisque vous aimez tant les comparaisons, les voir comment ça se passe chez les Anglais. Quel bonheur! Comme tout le monde est performant, intelligent, cultivé. Hein. Allez voir chez les Américains, dans quel état ils sont. Bref. La vérité, c'est qu'on jette des pierres au système éducatif français parce qu'il est unique au monde et parce qu'il est public. Et que l'idée, c'est de cette belle proie qui représente des milliers de milliards, pas des milliers, 1900, crois-je me souvenir, milliards, vous allez me trouver ça, on aura le chiffre exact, ça sera très impressionnant, de dépenses dans les pays de l'OCDE pour l'éducation, qui sont à 70% sur des fonds publics. Hein. Donc par conséquent, c'est un beau gâteau. Si on pouvait mettre tout ça, au lieu de le mettre en impôts, hop, en argent privé, et les gens se paieraient l'éducation de leurs enfants. Et vous avez des gogoles pour dire « Ah oui, quelle bonne idée, moi je m'occupe pas ». Ça va être absurde. Le meilleur système est un système qui mutualise la dépense et qui mutualise le savoir, hein, et l'excellence. Bon. La France a un des systèmes les plus performants du monde. Voilà. Dans les classements de l'OCDE, nous sommes la 3e puissance mondiale pour ce qui est de la production de scientifiques à 100 000. Non mais je prends les classements qui m'arrangent. Mais oui, bien sûr. Je prends les classements qui m'arrangent pour faire la démonstration et faire finir cette espèce de manie du déclinisme, cette espèce de joie morbide à jeter des pierres sur son pays. Tout va mal, tout est nul, tout est moche, les autres font mieux que nous. Non, nous faisons mieux que les autres. Pardon, monsieur, je veux terminer. Qu'est-ce qu'il y a dans le classement de l'OCDE qui m'intéresse à cet instant? Puisque eux nous critiquent, comment font-ils pour nous dire d'un côté que nous sommes à la traîne et à la remorque, et l'instant d'après, quand ils classent, non pas leurs impressions anglo-saxonnes, mais la réalité, quand ils constatent que nous faisons 3 fois mieux que les États-Unis d'Amérique pour la production de diplômés en sciences. Comment mettent-ils ces deux faits en rapport? Puisque nous sommes nuls, comment nous faisons mieux que les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre dans ce domaine? Il y a quelque chose qui ne colle pas dans leur affaire. Je vais vous dire, la preuve de la qualité de l'éducation nationale, c'est notre rang dans les économies mondiales. Nous sommes la 5e puissance économique du monde. Avec quoi, s'il vous plaît? Pas avec la visite de la Tour Eiffel, hein, et nos forêts inexploitées. Nous le sommes avec la matière grise française. La capacité qu'a notre pays, française et autres, ceux qui travaillent ici, hein, à aller de l'avant. Donc, voilà. Donc déjà, on commence par inverser la tendance, ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faut inverser, c'est la tendance à la marchandisation de l'éducation nationale, c'est-à-dire à la fabrication d'un marché éducatif où l'on vendrait du savoir. Et là, les capitalistes et le gouvernement de droite, flanqués par des nigauds de gauche, s'imaginent qu'ils ont trouvé la belle solution par l'autonomie des établissements qui deviennent concurrents entre eux. Donc ils ont organisé demain de mettre le marché. Comment ont-ils fait? Premièrement, ils ont supprimé la carte scolaire. Deuxièmement, tous les établissements sont mis en concurrence les uns avec les autres. Et vous avez des journaux qui, tous les ans, publient des classements, des palmarès absurdes, sans aucune signification réelle, puisqu'ils ne tiennent aucun compte de la composition des publics qu'ils évaluent. Voilà comment on a préparé ce marché. Et puis, on a fait la grande loi de privatisation progressive, parce que vous ne pouvez pas faire ça d'un coup dans un pays comme la France. Il faut que sournoisement, morceau par morceau, en achetant les gens, hein, on bascule dans une autre. Ça a été la loi LRU à l'université qui a autonomisé les universités en mettant le président en situation de chef d'entreprise, comme ils disent, parce que quand ils ont dit le mot entreprise, ça y est, ils pensent qu'ils ont dit le nec plus ultra. L'entreprise n'est pas une école, et ses modes de gestion n'ont rien à voir avec les maniements délicats du savoir et du cerveau. Je
Je vous propose un premier retour de nos vérificateurs. Vous avez déclaré que le peuple grec était celui qui travaillait le plus en Europe. Et donc, nos vérificateurs indiquent que c'est vrai. Selon les chiffres de l'OCDE, il travaille 2119 heures par an, contre 1390 pour les Allemands et 1554 pour les Français. Ce sont les chiffres publiés en 2010. Oui. Par contre, j'ai une autre vérification concernant l'article 410.1 du Code pénal pour empêcher des entreprises bénéficiaires de fermer. Alors l'article est le suivant. Les intérêts fondamentaux de la nation concernent son indépendance, l'intégrité de son territoire, sa sécurité, la forme républicaine de l'institution, sa défense et sa diplomatie, la sauvegarde de sa population. Est-ce que vous pensez vraiment que les magistrats interpréteront la loi dans le sens que vous souhaitez ? Oui, parce que y a 2 articles. Moi, je ne me rappelle pas, je ne suis pas juriste, donc je ne me rappelle pas, mais je suis sûr de mon affaire. Et puis, de toute façon, comme il est question des intérêts fondamentaux économiques, tout dépend de la définition qu'on en donne. Il suffit de voter. Comme la répression des crimes économiques n'est pas explicite, elle n'est pas en droit positif. Donc nous le ferons, et vous verrez que ce sera très simple. Par contre, sur les Grecs, je voudrais quand même dire une chose. C'était pas ça la bonne réponse que devaient faire les vérificateurs. Voilà ce qu'ils auraient dû se dire. Pourquoi est-ce qu'on travaille plus ? Et est-ce qu'on peut dire c'est bien de travailler plus ? Non, ça signifie que l'appareil productif grec est en retard sur les autres, parce qu'il lui faut un plus grand nombre d'heures de travail pour produire la quantité de richesse que les autres produisent avec moins. Donc, le fait que les Grecs travaillent beaucoup vient à décharge de l'idée que ce sont des feignants qui ne fichent rien, mais le fait qu'ils travaillent beaucoup montre que l'appareil productif n'est pas d'un assez haut niveau. Raison pour laquelle nous, les Français, qui accomplissons des gains de productivité annuels qui sont les premiers du monde, nous travaillons moins que d'autres, et c'est une bonne chose de travailler moins que d'autres, si à la sortie, on produit une quantité de richesse plus élevée qu'auparavant, ce qui est le cas. Voilà. Donc, vous voyez, les comparaisons, il faut toujours les mettre en dynamique pour en comprendre complètement le sens social et économique. On va accélérer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions encore à poser. Je ne vais pas parler plus vite ni réfléchir plus vite. Je vous propose donc une question logement, une question de Mathieu d'Ivry-sur-Seine qui nous dit « J'habite une ville suivant en ce moment un grand plan d'urbanisation. Beaucoup de logements sont vides et inutilisés. Quelle est votre position sur ce qu'on appelle les squats alors que se loger est de plus en plus difficile ?» Non, mais je n'ai pas besoin d'avoir une position sur les squats, il faut avoir une position sur le logement. Enfin, c'est pas normal, je sais pas qui est ce garçon, mais je veux dire, il doit faire ce qu'il peut pour... C'est un internaute qui pose la question. Mais bien sûr, il est comme tout le monde. Je veux dire, c'est un droit fondamental de pouvoir se loger, construire sa famille, bon voilà. Donc c'est ça à quoi il faut s'attaquer. Voilà, là pareil, vous avez 2 réponses. La réponse libérale, le président de la République en a encore rajouté une couche avant-hier soir. Oui, mais d'accord, mais vous ne pouvez pas comprendre ma réponse si vous ne comprenez pas la situation dans laquelle on est et pourquoi on en est là. La réponse libérale a consisté à laisser agir le marché. Comme le marché, ça n'existe pas, ou ça existe sous la forme que vous connaissez, les prix sont envolés. Donc, que faut-il faire ? Étouffer la spéculation. Pour étouffer la spéculation, il faut construire beaucoup de logements. Parce que quand vous en avez beaucoup de bonne qualité et facilement accessibles, tchouf, tout le reste descend. Mais on a voulu faire croire aux gens que le rêve suprême dans l'existence était d'être propriétaire. Et on a vendu ça, et les gens ont marché. Mais c'est quoi être propriétaire ? C'est pendant 25 ans être le locataire de la banque qui vous a prêté les sous et à qui vous payez des intérêts tous les mois, au lieu de payer à votre office HLM ou de payer à votre logeur privé. Donc déjà, on va mettre cette histoire-là de côté. Donc il faut construire beaucoup. Combien ? L'évaluation a été faite par la Fondation. Il y aurait 2 millions de logements qui sont vacants actuellement. Oui, et puis, alors j'allais pas dire le chiffre, tant mieux, merci que vous me l'avez rappelé, parce que maintenant je suis tétanisé à l'idée de me perdre de 2e chiffre après la virgule. Il y a beaucoup d'espaces inoccupés. Premièrement. Deuxièmement, mais les espaces inoccupés, ça voudrait dire de la réquisition. Bon, d'accord, on peut faire de la réquisition, mais les méthodes, c'est pas les méthodes violentes qui sont les premières à privilégier. Quand il le faut pas avoir peur. Bon, il y a des gens à la rue, c'est insupportable, clac, on réquisitionne. Bon, d'accord. Mais après, il faut penser le long terme, c'est-à-dire donner de la respiration à la société. C'est construire beaucoup. Et je l'ai dit, la Fondation Abbé Pierre, qui sert un peu de référence à tout le monde, a dit qu'il manquait 1 million de logements pour équilibrer et faire en sorte que commencent à baisser les prix. Bon. Donc 1 million de logements, ça veut dire qu'il faut en construire 200 000 par an. Et il faut construire du logement social, parce que ce que n'a pas dit le président de la République, avec cette histoire d'augmenter les surfaces de 30%, là, il a fait cadeau à ceux qui peuvent construire de construire davantage. Donc tout ce qu'il va faire, c'est augmenter les prix de vente. Vous comprenez ? Je vois un pavillon dans une banlieue. Vous le vendez à un prix X. Mais si vous mettez derrière, vous savez, vous pouvez construire un étage de plus avec 30% de surface supplémentaire, le prix normalement va augmenter et non pas baisser. Bon, d'accord ?
le prix du foncier. Bien sûr, vous aurez peut-être davantage de locations, on ne sait pas dans combien de temps, au minimum c'est 3 ans. Or, l'urgence, c'est la baisse du prix du loyer. Donc, je propose qu'on fasse baisser les prix du loyer. Comme on fait, on calcule pour une zone la moyenne et tout ce qui est au-dessus, on le rabat. Voilà. J'ai essayé de répondre aussi vite que possible. Non, justement, continuez comme ça. La question suivante, c'est une question de Sherpa qui vous demande quelle place faites-vous dans votre politique pour les identités régionales, et il précise, par exemple, l'enseignement des langues régionales à l'école. Oui. Ah, c'est ça, les identités régionales. C'est les langues. Donne un exemple. D'accord. Non, c'est pas un exemple, c'est ça ou c'est un exemple parmi d'autres? C'est ça. Non, mais parce qu'actuellement, dernière nouvelle d'Alsace et d'autres en Alsace me cherchent des poux dans la tête parce que je suis contre le Concordat. Et avec une habileté de propagande qu'ils sont, parce qu'ils sont tous de parti pris, en particulier DNA qui me hait, et me méprise et exerce ce monopole. Non, moi je parle je vais y venir, vous inquiétez pas, mais ça fait partie de l'identité régionale de toutes nos régions, d'avoir des presses en situation locale, en situation de monopole, qui utilisent la liberté de la presse pour rayer des gens de la carte. Ce que fait DNA, ce que fait Ouest France, et une série de grands quotidiens dans ce pays, pour qui la liberté, c'est la leur, et celle d'interdire à certains d'exister. Donc moi, j'en profite, puisque je suis ici, pour rappeler ce que je pense de ce genre de méthode. Ça, c'est pas la liberté de la presse. Maintenant, je disais que DNA et les autres me font la guerre parce que je suis contre le Concordat, mais je suis pour le droit local. Ils essayent de confondre les deux. Et je vais même vous dire plus, le droit local social d'Alsace-Moselle est un excellent droit local. Donc je suis pour qu'on étende à l'Alsace-Moselle les bienfaits de l'abolition du Concordat, et je serai pour qu'on étende à toute la France les bienfaits du système social d'Alsace-Moselle. Alors je viens aux identités, et vous m'avez parlé de l'enseignement des langues, n'est-ce pas? D'abord, je voudrais dire que la France a été la première, dans toute l'Europe, à reconnaître les langues régionales et à les enseigner. La première loi, je crois que c'est la loi d'Exxon, pour autant que je me rappelle, c'est un député socialiste, et je crois qu'elle date de 1956, les vérificateurs vont nous dire si j'ai bonne mémoire. Et ensuite, la liste des langues enseignées a été étendue. De la même manière, la France a été parmi les toutes premières à introduire le principe de double toponymie dans les communes. Parfois au risque d'aberrations, comme par exemple mettre à Rennes, qui est Pays Gallo, d'une double toponymie en breton unifié, car vous savez qu'il y a 5 langues bretonnes et non pas une, mais qui ont été unifiées depuis en 1942. Eh bien là, on a mis, c'est un Pays Gallo, on a mis le breton unifié. Donc il faut faire très attention, car les identités et les langues, par un principe humain que l'on connaît, se subdivisent en de nombreux rameaux et il faut tous les respecter. Il faut faire attention à tout. Alors, enseigner les langues, bien sûr, et dans le service public, bien sûr. Hein. L'identité, la pluralité linguistique est un renforcement de la richesse intellectuelle de tout le monde. Alors après, moi j'ai des limites personnelles. Je ne suis pas d'accord avec l'enseignement en langue locale par immersion, c'est-à-dire où des enfants, du matin au soir, ne parlent que la langue locale et pas la langue qui nous réunit tous, celle que nous avons en commun, le français. Donc là, moi, c'est une limite personnelle que j'apporte à cette affaire. Dans les écoles où les enseignements sont à la fois, par exemple pour prendre le cas de la Bretagne, à la fois en breton et en français, ça, vous êtes pour? Pourquoi pas, ça dépend. Mais ça, c'est pas à moi de dire, c'est les pédagogues. C'est pas parce qu'on est candidat à la présidence de la République qu'on devient un super enseignant, un super ceci, un super cela, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qui est bon pour les enfants? Voilà ce qui compte. Vous avez été vous-même ministre de l'enseignement supérieur sous Jospin. Dans l'enseignement professionnel, non, mais moi, ça ne pouvait pas fonctionner dans l'enseignement professionnel pour la raison que les langues locales, le plus souvent, n'intègrent pas de vocabulaire technique. Donc on n'allait pas enseigner la métallerie, la chaudronnerie, la maintenance de systèmes automatisés dans des langues locales, parce que les mots n'existent pas. Donc nous avons une langue quasi universelle, et en tout cas le français y répond. Donc moi, je n'ai pas eu à en connaître. Maintenant, l'autre question qui se pose, il ne faut pas tourner autour du pot, parce que j'ai souvent été caricaturé dans ce domaine. Hein. C'est d'ailleurs pourquoi la question est posée. J'ai été caricaturé parce que je me suis opposé avec ma manière d'être, qui est passionnée. Bon, je défends bien sûr le fait que nous avons une langue en commun, le français, et que nous la partageons avec beaucoup de monde dans le monde, et que c'est un atout pour nous. Bon, j'ai voulu la défendre comme langue constitutionnelle de la République française. C'est dans la Constitution que c'est écrit. Maintenant, de ça, on a fait une opposition féroce et aveuglée aux langues régionales. Mais c'est absurde. Pour quelle raison quelqu'un comme moi, qui parle deux langues, une troisième que je ne veux pas parler, parce que je ne veux pas me soumettre, hein, c'est l'anglais, le globish que nous parlons tous. Bon. On a entendu votre réponse à cette question, je vous propose peut-être d'avancer. Non, vous n'avez pas tout entendu, parce qu'il y a quelque chose que je n'accepte pas, et je veux le dire très tranquillement.
La France a voulu signer la charte des langues régionales, qui est une charte européenne, qui a été créée pour protéger les droits des minorités nationales à l'intérieur des pays tels que la Hongrie et autres. Ces articles, tous les articles transposables dans le droit français sont transposés. Quelques-uns ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce qu'ils sont anticonstitutionnels avec l'idée de l'unité et l'indivisibilité de la République française. En effet, on ne doit pas créer des droits particuliers pour des locuteurs. En particulier, les contrats de travail, en particulier le fait d'ester en justice, doit se faire dans la langue commune, le français. Voilà. On va passer à un tout autre sujet, toujours dans le thème société, un sujet Internet. Donc, il y a quelque temps, le site de partage de fichiers Megaupload a été fermé aux États-Unis. Ça a provoqué des vagues importantes de protestations sur Internet dans le monde entier. Voici une question de Sylvain d'Angers. Que pensez-vous des lois PIPA, SOPA et ACTA, ainsi que des actions menées par les Anonymous? Alors, quelques précisions, je ne sais pas si vous êtes familier de tous ces acronymes. Donc, PIPA, SOPA et ACTA sont des textes de loi qui visent à lutter contre la contrefaçon et notamment le téléchargement illégal. En France, nous avons Adopi. Donc, je crois que la question de Sylvain, c'est peut-être que pensez-vous de la liberté sur Internet? Pensez-vous qu'elle doit être totale? Ou souhaitez-vous la restreindre? D'abord, j'espère que ceux qui nous écoutent vérifient à cet instant ce que je leur ai dit au début. Nous avons parlé du logement, maintenant nous sommes sur PIPA, SOPA et ACTA. Nous sommes passés par les langues régionales, les emprunts, etc. Bon, voyons ça. Les acronymes, en plus, changent suivant qu'ils sont présentés en anglais ou en français. Par exemple, ACTA, c'est AK, quand on en vote, quand on en parle au Parlement européen. Donc vous voyez, il faut en plus retenir que les mots ne veulent pas dire la même chose suivant les langues. Voilà. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Je vais me concentrer sur AK parce que ça donne une bonne idée. J'ai voté contre une résolution qui protestait au Parlement européen, qui protestait contre l'opacité de la négociation. Mais moi, je ne proteste pas contre l'opacité. Je pense que c'est absolument illégitime. On ne voit pas pourquoi l'OMC se substituerait à l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Donc je suis absolument et radicalement contre le fait que le régime d'organisation d'Internet et des droits de la propriété intellectuelle relève de cet accord. D'autant que le trouble reste de savoir si la propriété du vivant fait partie de ce qui est contenu dans AK. Bon, par conséquent, je proteste solennellement et je m'oppose de toutes mes forces au fait que le Conseil européen, le Conseil de gouvernement, a signé l'accord AK. C'est une ignominie, mais bien fait pour tous ceux qui faisaient les petits malins sur la discussion internationale et l'OMC, ceci et cela, et la liberté est garantie, voyez-vous, il suffit d'une technique pour qu'on ait la liberté. Non, il y faut du droit qui accompagne la liberté et qui protège la liberté. La liberté n'est pas protégée. L'OMC est une organisation nuisible à l'humanité tout entière. Et deuxièmement, PIPA, SOPA, les États-Unis sont une puissance agressive, dominatrice, violente, qui viole les droits de l'homme et à qui on ne demande jamais aucun compte. Par exemple, on ne leur demande pas pourquoi ils n'ont toujours pas fermé Guantanamo. On ne demande pas pourquoi ils ont enlevé 3 de nos compatriotes. Là, je crois qu'on est sur le sujet. La question, c'était bien sur la liberté sur Internet. C'était ça le sens de la question. Excusez-moi, je ne change pas le sens de la question. Si vous avez la patience d'attendre jusqu'à la fin, vous entendrez pourquoi. Parce que c'est quoi le lieu commun entre PIPA et SOPA? Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Je vous écoute. Non. Vous m'avez interrompu. C'est donc que vous aviez un sentiment d'où devait aller la question. La question était, vous n'en savez quelle rien, est la liberté sur Internet? Il y a 13 serveurs sur lesquels aboutissent, pour finir, tout dans le monde. 9 sont aux États-Unis d'Amérique. PIPA, SOPA et le reste, c'est le moyen pour les États-Unis d'Amérique de tout contrôler. Ce n'est pas une affaire seulement de liberté de l'Internet. C'est que sous prétexte de protection des droits de la propriété intellectuelle, ils vont vérifier en amont toute la circulation d'Internet. Et ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Et moi, on vient me casser les pieds régulièrement sur ce que je pense de Cuba. Mais personne dit « Que pensez-vous dans tel régime ? Que pensez-vous dans tel pays qui organise des complots chez les autres, qui mène des guerres partout dans le monde et qui prétend contrôler la liberté de tout le monde, parce que c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils sont en train de préparer, sous couleur d'intérêt intellectuel. Mon œil. On vous a entendu sur ce sujet. Une vérification avant de passer... Je signale aussi que grâce à ça, ils peuvent aussi couper l'électricité ici, si vous ne le saviez pas. Une vérification avant de passer au thème suivant. Vous avez demandé à nos vérificateurs une précision sur la loi d'Exxon. Elle a reconnu les langues régionales en France, mais en 51 et non en 56. Voilà. Maurice Dixon, c'est ça? Je ne sais pas. Je crois que c'est Maurice Dixon. C'est un socialiste, n'est-ce pas? Non, mais je dis ça parce qu'on s'est tellement fait jeter à la figure que la gauche ne comprenait rien à ces questions que c'est bon de rappeler que c'est nous qui avons fait le travail. Très bien, on vérifiera, on vous donnera ça à la fin de l'émission. Mais là, nous passons au thème suivant et c'est la politique.
Avec une première question de Lazareff de Nancy qui vous demande: ne pensez-vous pas que le caractère plutôt agressif et colérique qui vous est imputé pourrait vous nuire à l'élection présidentielle de 2012, ou au contraire est-ce une stratégie? Non, mais elle a tout à fait raison, mais c'est fait pour me nuire. Il y a maintenant plus d'un an et je ne sais combien de jours, à la faveur d'un lendemain de meeting où, épuisé, je venais distribuer les derniers tracts pour être sympa avec un de vos collègues qui devait faire son devoir de l'école de journaliste, est venu m'interroger. Je l'ai pris au sérieux, ce qui est mon erreur, et je lui ai parlé rudement. Et d'ailleurs, quand on voit toute la séquence, à la fin, je lui dis: bon, écoutez, c'est pas une affaire personnelle, tout ce bout de la séquence n'a pas été montré, on a retenu quelques instants, en effet sévères, mais les mêmes que ceux que je pourrais vous infliger à vous, monsieur, si au moment où vous prenez pour la 1e fois une amende sur votre voiture, je vous filme en gros plan, un lendemain vous aurez fait la fête, parce que ça peut vous arriver aussi, vous êtes un peu crevé si vous réagissez. Voilà. Et après, je vous passe ça pendant 1 an et demi, à toutes les occasions, sans arrêt. Et grâce à la magie d'Internet, cette séquence est disponible et a été vue peut-être 500 000 fois maintenant, 300 000, bon, voilà. Donc c'est une construction. Je suis un homme comme les autres. J'ai mes moments de saute d'humeur, je fais une rude tâche, très dure, et donc mon humeur n'est pas égale. Je suis un Méditerranéen, je parle avec les mains, avec le visage, peu de choses sont cachées en moi. Ce qui est caché est bien caché, mais beaucoup de choses se voient. Et oui, on construit une image de moi, car il s'agit de montrer que je suis violent, agressif, et que par conséquent, comme on l'a déjà dit, donc vous ne pourriez pas. Hein, mais j'ai déjà été ministre pendant 2 ans, personne ne se souvient qu'il y a eu autre chose que de bonnes choses. J'ai été sénateur pendant 3 mandats, j'en ai fait aucun complètement, mais enfin, les 2 derniers, je n'ai pas fait complètement. Donc voilà, c'est destiné à me démolir. Et donc, et certains ne viennent que pour ça. Vous avez l'industrie du divertissement, bon, c'est pas du journalisme, donc vous y êtes pour rien, mais le style, les petits journaux. Donc ils viennent, ils vous collent un micro dans la figure et vous posent la même question 10 fois, 20 fois, 30 fois dans la journée jusqu'à ce que vous envoyez balader. À ce moment-là, ils prennent les 3 secondes, ils les mettent et ça fait rire. Donc, c'est, à mon avis, d'ailleurs, c'est cette manière, comme a dit Rib, hein, vous le connaissez, il a parlé du rire collabo. Il y a une manière de rire qui démolit absolument tout et qui remplit une fonction à la fin. C'est tous pourris, tous vermoulus, tous menteurs, tous... Bon, voilà. Mais la vérité, oui, je reconnais que ça me nuit, mais c'est pas de mon fait. Donc ce n'est pas une stratégie? C'est de la part de mes adversaires, c'est une stratégie. Après, moi, de mon côté, j'ai payé le contre-coup du fait que je suis très direct et que je suis dans la confrontation. Vous voyez, j'accepte, je peux rebondir sur une question, je vous regarde dans les yeux, bon, c'est inhabituel. Et j'ai des formules fortes, ça oui, c'est ma stratégie personnelle, parce que je veux briser le cercle du ronron, de la bonne société, de la bien-pensance, tout le monde est gentil, tout le monde se prend la tête de la même manière, tout le monde essaye de faire les intelligents, qui est plus libéral l'un que l'autre. Bon, et quand vous dites la pauvreté, c'est de votre faute, alors évidemment, celui à qui vous montrez le doigt, il est mal, quoi. Oui, mais ça, je ne vais pas changer. Hein. On va revenir à un sujet un peu plus sérieux. Je l'ai utilisé aussi comme ministre, parce que j'en faisais tellement sur la République française, on m'a dit une fois, ça c'est l'arrogance française. J'ai dit oui, bon, et alors? Ah, parce qu'après, il y a le flegme britannique, il y a le je ne sais pas quoi, ces caractéristiques-là ne veulent rien dire. C'est qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je dis? Ne vous arrêtez pas à l'homme. Si par exemple, j'avais, je ne sais pas moi, une tare physique, hein, peut-être que vous n'oseriez pas me le dire. Il va vraiment falloir qu'on avance, donc je suis désolé de vous couper, mais il faut qu'on avance. On va revenir à une question politique de Aurélien de Nice qui vous demande: comment expliquez-vous que le vote ouvrier soit massivement détourné des partis de gauche pour se reporter sur les partis de droite depuis les années 80? Ben parce qu'on n'a pas fait le travail. D'abord, il y a toujours eu des ouvriers de droite. Hein. C'est pas la guerre civile dans ce pays, on a le droit d'être ouvrier et de droite. Hein. Il y en a toujours eu. Au maximum de notre puissance, dans les années 80, 70% des ouvriers votaient programme commun. Mais il en restait 30% qui n'en voulaient pas. Vous êtes trop jeune pour vous en rendre compte, mais il fallait être drôlement anticommuniste. Il ne faut pas vouloir de la 5e semaine de congé payé, de la retraite à 60 ans. Bon, j'ai déjà fait plusieurs fois cette liste. Donc vous voyez, les gens, après tout, ils pensent comme ils veulent. Ce qui s'est produit, c'est que les partis de gauche, et principalement celui dont j'ai été membre et dirigeant pendant des années, ont décroché. Et ont commencé à entrer dans la logique libérale. Hein, bon, alors il fallait que les gens se serrent la ceinture, quoi. Donc ces partis ont abandonné la classe ouvrière et ils ont fait croire que le seul programme raisonnable, c'était celui où il n'y avait rien pour eux.
Bon, encore aujourd'hui, quand moi je propose d'augmenter le SMIC, tout le monde dit « Ouh là là, lève les bras et tout », mais enfin quoi, c'est dans tous les programmes de gauche, depuis toujours, on augmente le SMIC. Bon, le SMIC a été augmenté en 1968 de 30%, en 1981 de 21%. Bon, ça n'a rien d'extravagant, on peut être contre, mais c'est la gauche. Mais la gauche officielle, plan-plan, là, elle vient, elle dit « Bon, non, on va pas s'en mêler ». Ah bah si tu t'en mêles pas, elle va faire autre chose. Parce que c'est ça qu'on attend de la gauche, des progrès pour les acquis sociaux des travailleurs. Donc ça, les gens l'ont senti, ils se sont dit « ça ne s'intéresse plus à nous ». Il y en a même qui ont théorisé l'affaire, la fondation Terra Nova, qui est un think tank socialiste, qui a dit bah, « écoutez, les ouvriers, c'est bon, de toute façon, ils ne votent pas pour nous, ils ne votent pas d'une manière générale, donc, et puis en plus, quand on fait quelque chose pour eux, ils ne sont pas reconnaissants ». Avant de passer au thème suivant, une vérification, il s'agissait bien de Maurice Dexon, donc vous aviez la bonne réponse. Ah, c'est bien pour sa mémoire. Voilà, on va passer aux questions AFP, et voici la première question. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Vous avez montré par le passé votre admiration pour le président Hugo Chavez. Après 13 ans au pouvoir, quelles sont pour vous ses réussites? Y a-t-il des réformes politiques de Chavez que vous aimeriez appliquer en France si vous étiez élu président de la République? Oui, alors d'abord je veux modérer une affaire. La question ne se pose pas pour moi en termes d'admiration ou de modèle. Les révolutions citoyennes de l'Amérique du Sud sont une source d'inspiration et d'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai beaucoup observé pour comprendre comment des sociétés aussi développées que celles d'Amérique du Sud étaient entrées en révolution et passées sur ces positions. Pour la plupart des autres dirigeants politiques, notamment les socialistes, tout ça, c'est un ramassis d'indigènes folkloriques, ils soutiennent des partis totalement corrompus dans toute l'Amérique latine, et pour certains, sont des assassins purs et simples. Donc moi, j'ai mis tout ça à distance, j'ai voulu regarder ce qui se passait. Alors, Chavez, c'est un cas assez particulier, où il y avait beaucoup de choses à apprendre, je vous en fais grâce, mais je ne suis pas dans une relation d'admiration. Je me dis, voilà, comment il s'y est pris, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, qu'est-ce que je peux retenir de lui, de son action? Premièrement, ce qu'il a, lui, lancé et qui s'est généralisé à toute l'Amérique du Sud. Quand on change vraiment de politique, il faut changer les institutions. Et nous, alors lui, il a commencé par une assemblée constituante. Bon, c'était formidable, si vous aviez vu ça, sur les paquets de nouilles, il y avait des articles de la constituante qui se discutaient, des tas d'assemblées populaires pour discuter de tout ça. Nous, on fera pareil en France. On fera la même chose. Une constituante pour faire la 6e République et en finir avec la monarchie quinquennale, qui est une espèce de truc ridicule et dont on paye le prix aujourd'hui. Deuxièmement, attaquer la question du partage des richesses. Bon, lui, il l'a fait d'une manière forte parce qu'il a le pétrole. Hein. Bon, je ne dis pas que tout est... Je n'ai pas dit c'est bien, c'est comme ça qu'il faut... Mais il faut le faire. Et son plus beau succès, c'est d'avoir fait reculer la pauvreté au Venezuela, 2, de s'être occupé de tous ceux dont personne ne s'occupait. Par exemple, une des missions qui s'appelle Milagro est la mission qui a consisté à soigner les gens qui étaient rendus aveugles par la cataracte. Bon, tout le monde s'en fout, mais pas eux. Il y a 100 000 personnes qui ont retrouvé la vue grâce à cette opération. Bon, ça veut dire, on prend les problèmes. En France, nous avons 3 millions d'analphabètes. Qu'est-ce qu'on fait? Des émissions de télé. Qu'est-ce qu'on fait pour dire, allez, on prend tout le monde est alphabétisé. Vous voyez, c'est des exemples comme ça. C'est-à-dire quelque chose, pardon, ça va vous paraître bizarre, et les vérificateurs vont trouver l'origine de ce mot. C'est l'option préférentielle pour les pauvres. C'est un article, allez, je leur simplifie la vie, la théologie de la libération, davantage que du socialisme. Mais là que le socialisme et la théologie de la libération se retrouvent. Oui, marche devant d'abord ceux qui ont le plus besoin. Là, les vérificateurs avaient d'autres éléments à vous donner, mais là, nous n'avons plus le temps. Il y avait encore beaucoup d'autres questions à vous poser. C'est une compétition très stimulante. Oui, mais bon, on n'a plus le temps. Voilà, merci d'être venu. Nous remercions bien sûr les vérificateurs et tous les gens qui ont participé à cette émission. On vous souhaite une bonne journée. Vous êtes moins méchant que vous en avez l'air. On avait l'air méchant? On avait l'air méchant? Bon. Au revoir. Ça faisait un peu tribunal, hein. Merci en tout cas.